Nous, on travaille sur l'environnement, donc l'habiter dans des moments incertains de changement climatique. C'est un petit peu le sens de la présentation aujourd'hui. Ce qu'on vous montre, les images qu'on a prises au départ, ça, c'est la fonte des 11, mais c'était dans les années 70. Les années 70 où on parlait de l'impact des pluies acides, parce qu'on parlait, la question à l'époque, on ne parlait pas de transition écologique, on ne parlait pas de changement climatique, mais on parlait de la même chose quand même. On parlait des pluies acides, on parlait de l'acidification des lacs, on parlait du bannissement du DDT, donc des produits chimiques. On parlait, Rachel Carson avait sorti son livre à cette époque-là. On parlait écologie, on parlait problèmes écologiques, on ne parlait pas de problèmes environnementaux. Et ça, c'était d'un côté. D'un autre côté, il y avait la sphère dont on a parlé tout à l'heure. Il y avait la sphère sociale, il y avait la sphère communautaire. Mais ces boîtes-là, ils ne se parlaient pas ensemble. Puis ça me permet de juste faire un petit lien. Tout à l'heure, on a eu un commentaire sur le développement social. Toutes ces initiatives-là, ces groupes-là, ces regroupements-là existent partout sur le territoire, mais souvent, c'est des boîtes qui sont ensemble, puis qui veulent être inclusives envers les autres, mais chacun veut être inclusif envers l'autre, puis de où ça part, de où ça émane. Là, aujourd'hui, la présentation, c'est de se dire que si on n'a pas pris en considération dans l'habité et dans l'habitat les questionnements environnementaux, aujourd'hui, on est obligé de les prendre en considération. Je te laisse. Oui. Exactement. Donc, si on revient un petit peu sur nos enjeux environnementaux de l'époque, c'est pas que les humains n'y étaient pas. Hein? Puis justement, s'il y a eu des mouvements sociaux environnementaux, qu'on les appellerait maintenant, mais pour l'écologie, contre la pollution, hein, c'est les premiers mouvements environnementaux, c'était parce qu'il y avait aussi des gens qui en vivaient des impacts. Et ici, on faisait une petite lorgnette sur, on pourrait vous présenter là, plein de cas, mais on faisait une petite lorgnette sur le lac Érié, par exemple, un des grands lacs. Le lac Érié, dès les années 70, en 1971, en fait, on le déclare mort parce qu'il y a tellement de pollution, il y a tellement de manque d'oxygène qu'il n'y a plus rien qui y vit. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dès 1971, dès le moment où on le déclare mort, on réfléchit aussi aux humains qui sont dépendants ou qui vivent autour du lac. Et ici, la petite lorgnette, le petit extrait, c'est qu'on dit comment cet effet-là sur le lac a des impacts sur le mode de vie des gens, a des impacts sur leur qualité de vie et aussi sur leurs moyens de subsistance. Ici, on est dans les débats de la Chambre des communes à Ottawa. Donc, souvent, on a l'impression qu'on parlait pollution, qu'on parlait environnement, qu'on ne parlait pas qualité de vie, puis qu'on ne parlait pas habitation, qu'on ne parlait pas habitat, puis que c'est nouveau, puis que maintenant, on est comme lucide et éclairé. En fait, c'est des questions, pour ceux qui me connaissent, c'est important de revenir en arrière. On n'a pas réinventé la roue, c'était là, puis on mettait le doigt dessus. Donc, en fait, la question qu'on peut se demander, c'est maintenant où on en est, en fait. Puis quand on regarde le passé, quand on regarde, là, pour ceux qui ont suivi le cours de Nathalie, vous savez que c'est un immense raccourci historique qu'on vient de vous montrer. Mais quand on regarde le passé, on se dit, à ce moment-là, chaque problème avait ses mouvements de résistance, puis avait aussi une solution un peu unique. Donc, on pensait en silo les éléments. Mettons, on pense en silo, les pluies acides, quelle solution on va prendre? On pense en silo, Tchernobyl ou Three Mile Island. Donc, chaque problème avait une solution. Mais maintenant, où est-ce qu'on en est? Parce que les changements climatiques, en fait, devraient nous amener à penser les choses en interrelation, à penser les choses en brisant les silos. En fait, il y a un jeu de transfert. Les changements climatiques, vous allez le voir, quand on en parle souvent, puis plus tard, j'ai mis quelques images, quand on en parle, c'est souvent sur la sécurité des personnes, sur la sécurité des maisons, sur l'impact que ça a sur les assurances. C'est toujours plutôt individuel. Donc, est-ce que les changements climatiques ont mis la lumière sur les individus en occultant le transfert sur le collectif?
Et qu'est-ce qui arrive des interactions entre, c'est ça qui nous intéresse, nous, entre humains, entre non-humains, puis entre habitats, en tout type d'habitat, dont l'habité. Donc, ça fait plus de 100 ans, 60 ans, oui, peut-être, on pourrait dire, mais au moins, en tout cas, plus de 60 ans déjà qu'on réfléchit à ça, on étant la société québécoise, certes, mais plutôt la société occidentale. Je pense que, comme Daniela, c'est important de le dire, c'est des questions qu'on a traitées d'un regard occidental, puis qui ont été traitées par l'Occident au départ, puis c'est vraiment un questionnement, là, puis un débat qu'on pourrait avoir en parallèle, mais le temps est compté. Donc, est-ce qu'on sait maintenant, avec cet apprentissage-là, est-ce qu'on sait anticiper, est-ce qu'on sait voir les signes, est-ce qu'on sait tisser ensemble les enjeux, les réalités spécifiques d'un monde commun? Est-ce qu'on est capable de ça? Donc, on vous propose un exercice de lecture. C'est très limité, on n'a pas beaucoup de temps. Un exercice de lecture sur un espace habité et habitable. On fait un petit zoom sur l'Est du Québec parce que on était à Rimouski aujourd'hui. Voilà. Donc, l'Est du Québec, c'est indéniable. C'est un endroit où il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux économiques, puis il y en a eu. Ils sont en mouvance. Il y a aussi des enjeux environnementaux. Par exemple, justement, au niveau des changements climatiques, on peut penser à l'érosion côtière, mais il y en a plein d'autres. Et les signes des changements climatiques, ils s'accélèrent ici depuis 30 ans, ici comme ailleurs en bordure du Saint-Laurent, il faut le dire. Et donc, il y a des actions autour des changements climatiques qui se font à des échelles variées. Ça peut être des initiatives très, très locales et très organiques, on pourrait dire, mais aussi des initiatives gouvernementales, puis même canadiennes, là, donc aussi bien fédérales que provinciales. Et ces initiatives-là, souvent, on a un accueil mitigé. Qu'elles viennent là, de la base locale ou qu'elles viennent du central, il y a un accueil mitigé. Pourquoi? Parce qu'il y a des incertitudes partout. Des incertitudes aussi bien sur les solutions, sur la légitimité ou l'expertise de ceux qui vont les appliquer, qui vont les trouver, mais aussi sur les effets, les solutions, comment elles vont se construire avec ou sans penser à tous les autres enjeux qu'il y a sur le territoire. Donc, est-ce qu'on pense à la pauvreté, par exemple? Est-ce qu'on pense à la marginalisation? Est-ce qu'on pense à donc toutes sortes de questions qui existent déjà, mais qui ne sont pas nécessairement réfléchies quand on va trouver des solutions? Et ça, c'est très important de le nommer, c'est très important de l'étudier. Donc, pour faire notre zoom, si vous voulez, on va se baser sur 3 cas qu'il y a dans l'Est du Québec autour des changements climatiques et qui touchent l'habitat, qui touchent la façon d'habiter non seulement sa maison, mais son territoire. Donc, les inondations, l'érosion côtière et les feux de forêt. Et il faut dire que nous, on n'a rien inventé. Donc, on aura beau en faire là, des études de terrain ethnographiques, puis en faire. À quelque part, des fois, ça revient un peu toujours au même. Puis il y a des auteurs qui ont vraiment beaucoup réfléchi sur ces questions-là, puis réfléchi sur dans l'Est du Québec. Donc, on ajoute un apport, mais c'est peut-être l'apport qu'on ajoute, Nathalie et moi, aujourd'hui, c'est peut-être de mettre ces cas-là ensemble, parce que sur les inondations, par exemple, il y a des revues de littérature immenses qui incluent beaucoup d'études québécoises. Sur l'érosion côtière, on peut penser à la thèse de doctorat de Charlotte Breda, qui était vraiment sur comment on vit dans une maison qui est menacée par l'érosion côtière, ou par Mélinda Noblet, qui a fait aussi sa thèse au Nouveau-Brunswick. Et les feux de forêt, on peut penser à Noémie Gonzalez, qui travaille sur les communautés autochtones et l'habitat. Donc, ici, vous avez nos cas. L'approche méthodologique, ça ne vous surprendra pas, c'est du qualitatif, donc des entrevues d'observation participantes. Et ce qui nous intéressait, c'est peut-être l'analyse. C'est un peu lire les signes et les indices, parce que on a repris ce projet de recherche-là qu'on a fait sur les changements climatiques, puis l'impact sur les communautés. On l'a repris pour y lire comment on peut lire ça sur l'habité. Donc, c'est quoi les signes et les indices, puis les résultats, puis entre les inondations, entre l'érosion côtière, entre les risques accrus de feux de forêt,
il y a des récurrences au niveau des communautés. Donc je pense que je ne vois pas ce qu'on a voulu écrire, mais ce n'est pas très, très grave. Selon les dires d'acteurs, en situation d'urgence, quand on est en moment d'urgence, de crise, que ce soit l'inondation, que ce soit érosion, que ce soit feu de forêt, qu'est-ce qui arrive au niveau des municipalités? Parce que c'est à cette échelle-là qu'on a regardé. Qu'est-ce qui arrive? Bien, les acteurs locaux, les habitants, mais pas juste les habitants, les acteurs locaux, tout type d'acteurs locaux confondus, ont un rôle majeur. C'est eux qui sont dans le coup. Les pompiers réguliers, les pompiers volontaires, les policiers, les employés municipaux, c'est d'eux qu'on nous a parlé. C'est ceux qui sont au front, puis c'est ceux qui font la différence. Au contraire, les intervenants des ministères associés à la sécurité publique, aux infrastructures ou à l'environnement ne sont pas perçus positivement, puis sont souvent en retrait ou voire assez loin du cas. Donc, il faut dire que quand on a fait ces analyses-là, c'était quelques années après le démantèlement dont nous a parlé Yann tout à l'heure, après une crise gouvernementale qui a fait que tous les réseaux, que ce soit le réseau les services sociaux et de santé, que ce soit aussi les CRE, que ce soit les intervenants municipaux, tout avait été mis à plat, tout avait été déstructuré. Donc, le réseau de la santé est quasiment absent dans des situations où la santé physique et psychologique était affectée un petit peu. Donc, c'est vraiment d'autres types de groupes communautaires, comme les groupes environnementaux, qui se retrouvent finalement à pallier à l'absence de services de santé là, sur le terrain. Puis, tu sais, on peut s'imaginer que c'est des gens qui ont leur maison en jeu souvent. Donc, il y a vraiment un fort niveau de stress et d'anxiété qui vient avec ces situations. Si on prend le cas des Joannettes, par exemple, qui est un petit village nord-côtier, donc de l'autre côté, il y a un feu, il y a un incendie. On sait qu'il n'est pas loin du village, elle n'est pas loin du village, cet incendie-là. On sait, par connaissance, que dans peu de temps, à cause des vents, ça va arriver dans le village, qu'il va y avoir un risque. Donc, on appelle de l'aide de l'organisme d'Absol-Feu pour aider à éteindre le feu ou à contrôler le feu. Et non, ça ne rentre pas dans les mandats. Donc, il y a un certain moment, il y a une urgence, on voit le feu arriver, on voit les camps de chasse être brûlés, puis on se dit que ça va arriver dans la municipalité. Qu'est-ce qu'on fait? Qui agit dans ce cas-là? Donc, c'est juste un exemple pour sentir un petit peu le niveau d'urgence quand on est dans cette situation-là. Une fois que la situation est stabilisée, l'urgence est stabilisée, le feu, là, il a arrêté par miracle, on peut dire. Il a arrêté juste avant la première maison, le vent a changé de direction. Mais sinon, personne n'aurait arrêté ce feu-là. Le maire a pris la responsabilité à un certain moment d'évacuer sa municipalité contre les directives qu'il y avait, mais lui est imputable de sa population, puis de la santé de sa population, puis du bien-être de la population. Donc, il a évacué la population qui sont allés à Havre-Saint-Pierre. C'est juste pour vous montrer que ça se joue des fois dans une question. Et là, il y a des maisons. Là, il y a un village qui s'est serré, qui voit leur vie s'écrouler, leur qualité d'habiter et d'habiter. C'est ça, les gens témoignaient que quand ils étaient à Havre-Saint-Pierre, ils ont dit, mais on ne savait pas le jour où on va retourner. On se demandait quelle maison du village a brûlé. Puis ils se disaient, mais ça serait dramatique qu'il y ait certaines maisons qui soient brûlées et que d'autres restent debout. Parce que comment, comme village, on va gérer ces pertes-là, mais inégales finalement entre les gens. Alors, il y a vraiment, les changements climatiques affectent vraiment à un niveau individuel comment on vit, puis à un niveau aussi collectif, comment on vit ensemble, comment on habite ensemble. Donc, il y a vraiment tous ces niveaux-là qui interviennent et qui sont là. Une fois qu'on revient, bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a vu, nous? Puis encore là, hein, c'est des cas parmi d'autres, parce que quand on regarde la littérature, c'est très documenté, puis on n'a rien inventé. Mais qu'est-ce qu'on a vu? C'est que, dans le fond, les mesures d'urgence, ils sont là pour l'urgence, mais ils ne sont pas là pour la suite. Donc, quelqu'un qui voit sa maison inondée, on va l'aider sur le coup.
Mais finalement, pour la suite, pour la décontamination, pour savoir comment se dépatouiller avec les assurances, pour savoir comment est-ce qu'on peut ou non revenir chez nous, est-ce que ça va être salubre, tous ces éléments-là, ben finalement, il n'y a pas de mesures de post-urgence qui sont prévues au Québec, comme dans plein d'autres endroits au monde. Donc, ce retour-là ne se fait pas. Et ça amène que finalement, qui va s'occuper de la suite? Ben, c'est les citoyens entre eux et par leurs liens communautaires ou leurs liens d'affinité ou leurs liens de voisinage qui vont finalement travailler ensemble. En fait, sur le long terme, c'est là qu'on veut en venir un petit peu, sur le long terme, la question des changements climatiques est intéressante parce qu'elle nous oblige à se dire qu'on ne peut plus être dans l'action du moment présent, mais il faut penser de façon intégrer l'impact sur la nature, mais avec les autres facteurs sociaux, économiques et humains de l'habiter. Donc, les gens nous disaient que encore, on en a déjà parlé même indirectement tout à l'heure, donc les expertises sont souvent éloignées des municipalités qui sont touchées. Il manque d'informations. On l'a vu, par exemple, lors de l'inondation à Percé. Ils ont pu s'en sortir parce qu'ils avaient des cartes fines qui avaient été faites par des chercheurs de l'UQAR pour un projet de recherche par hasard, puis il y a eu une tempête, puis ils ont pu sortir des cartons ça, puis en sortant ça, ils ont pu avoir de l'aide gouvernementale parce qu'il y avait déjà les cartes, mais il n'y a pas de cartographie. Il manque des outils, donc des outils tout simples. Mais on va très, très vite. Et puis là, la place des élus locaux là-dedans, elle devient très délicate parce que oui, ils savent que c'est des enjeux qui vont prendre de plus en plus de place à partir d'aujourd'hui puis dans l'avenir. Mais ce n'est pas les seuls enjeux qui touchent les municipalités. Il y a des enjeux de santé, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques. Comment on hiérarchise tout ça quand on est un élu local avec un mandat quand même relativement bien circonscrit, sans parler des compétences et des affinités? Donc, peut-être si on revient sur nos deux questions de départ, on se disait, est-ce qu'on sait maintenant faire? Est-ce qu'on sait anticiper? Vous voyez que visiblement non. Est-ce qu'on sait faire face? On sait faire face? Non. On a toujours un effet de surprise puis un effet d'urgence. Donc, ces éléments-là, non, on ne sait pas encore les faire. Et ne pas savoir le faire, ben, ça affecte aussi bien la maison, l'individu dans son iceberg, sa maison iceberg, mais ça affecte aussi les communautés. Puis notre deuxième question, c'est est-ce qu'on sait maintenant tisser ensemble les choses? Parce qu'on sait que les changements climatiques nous obligent à tisser ensemble, à sortir des silos. Et malheureusement, ben, ce qu'on voit, c'est que là non plus, on ne sait pas comment tisser ensemble. Si on va au-delà, si on va le cran au-delà du tissage d'une communauté informelle qui se fait naturellement. Donc, ces éléments-là, pourquoi on ne sait pas plus les tisser ensemble? Ben, c'est tout notre système de gouvernance actuel qui va par silo. Le fait que les budgets sont attribués à un ministère, mais pas à un autre, pour faire vraiment construire, refaire une route, mais pas repenser la communauté. Et aussi, ben, c'est parce qu'il y a d'autres défis qui se superposent à la question, climatique, des défis qui étaient là et qui sont toujours là, par exemple la pauvreté, le vieillissement de la population, toutes sortes d'éléments qu'on connaît très bien, mais qui ne sont pas nécessairement travaillés dans la solution en même temps. On va vite, là, puis on en discutera. Mais en fait, la question des changements climatiques aujourd'hui, elle a un impact fort sur les moyens de subsistance et sur la qualité de vie des individus. Elle reste encore réfléchie et envisagée d'un point de vue individuel. Et puis, les réponses sont souvent des réponses individuelles. Puis, ceux ou les acteurs qui peuvent le mieux et qui y répondent ou qui prennent la place aujourd'hui sont souvent le secteur privé qui s'installe tranquillement pour offrir des solutions à un habitat transformé, un habitat adapté. Ça va être des compagnies d'assurance, mais on va toujours rester dans une échelle individuelle et privée. Et alors que c'est vraiment au niveau collectif et public, donc avec toutes les échelles, multiscalaires du municipal, oui, parce que là, on a insisté, le cas était sur le municipal,
mais en interrelation avec le national, avec le politique. Donc, c'est vraiment des questions complexes. Puis ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, ce qui a été commencé à dire, c'est qu'on pense encore aux nos sujets de recherche. Moi, c'est sûr que l'environnement, c'est le bout du monde, là, c'est vraiment ce qui est important pour moi, mais c'est ridicule parce que chacun, on a nos sujets de prédilection et il faut être capable de discuter ces sujets-là puis de les mettre ensemble. Et c'est complexe. Puis cette complexité-là, on n'est pas capable de l'aborder encore une fois. Ce qui est intéressant, c'est que hier, on finissait de préparer la présentation. Puis hier, Jannick Lambert, la commissaire au développement rural du Québec, elle a sorti un audit qu'elle a fait pour montrer que voilà, le Québec est très mal préparé pour l'érosion côtière, le chantier urgent d'adaptation climatique pour les municipalités. Mais une fois qu'on fait ce constat-là, c'est un constat un peu froid. Il n'y a pas grand-chose qui va changer parce que le colloque, c'est l'habité, l'habitant. Il y a quelque chose de chaud. Cette chaleur-là, on n'est pas capable encore d'aller la chercher. Voilà.